Très bien. Donc, effectivement, vous l'avez vu avec la neurologie, hein, dans le fond, ça pose la question des limites de la médecine. Qu'est-ce qui est santé, qu'est-ce qui est maladie, qu'est-ce qui est crime? Dans le neurodroit, c'est une question qui se pose depuis longtemps, mais qui va continuer à se poser. Et j'aimerais un peu reprendre cette question dans l'idée, non pas de vous parler de droit cette fois, mais plutôt la distinction entre soigner et améliorer. Aussi un débat qu'on a depuis longtemps déjà maintenant, et qui va aussi trouver une résonance dans l'exposé suivant, puisque dans le domaine de la génétique, il y a aussi le dopage génétique, comme on l'appelle, qui consiste à modifier des gènes pour être plus performants. Voilà, alors, donc premier point, la santé, la question des limites. Bon, il y a différentes définitions de la santé. Une définition fort sympathique de Lorich qui disait que la santé, c'est le silence des organes. Personnellement, j'ai massé parce que tant qu'on se sent bien, on n'est pas malade. Mais on vient de vous le dire, il y a des biomarqueurs maintenant qui montrent que vous pouvez être... Alors, vous êtes quoi? Vous êtes malade? Vous êtes présymptomatique? Comment est-ce qu'on va appeler ça? Bon, en général, bon, il y a, comme je vous dis, plusieurs définitions de la santé. Une des définitions les plus courantes, c'est une définition fonctionnaliste, c'est-à-dire qu'on est en bonne santé quand on fonctionne humainement bien, du point de vue physiologique, ce qui permet de définir... Ah, merci, excusez-moi. Ce qui permet de définir un seuil de santé en deçà duquel il y a un fonctionnement anormal ou pathologique, il y a un fonctionnement normal et il y a ensuite un fonctionnement amélioré, mais là, la limite est plus difficile à déterminer, c'est quoi la pleine santé, etc. Donc, mais il semble ne plus y avoir de limite naturelle. Enfin, voilà, ça fait partie du problème. Il y a une difficulté particulière, c'est que le fonctionnement normal, comme vous le voyez... Non, mais pour l'instant, c'est bon. J'essaye de... J'ai la présentation devant moi un peu en avance pour pouvoir faire les transitions un peu mieux. Voilà, donc le fonctionnement normal, ce n'est pas un point précis, c'est une plage. Et alors, une question se pose, mais si quelqu'un est juste à la limite de la santé et qu'il a la possibilité de s'améliorer, ça compte comme quoi? Ça compte comme une meilleure santé ou ça compte comme autre chose que la santé? David Shaw avait noté ceci: s'il est correct d'utiliser des médicaments ou des stimulateurs cognitifs, notamment des appareils électriques pour booster le cerveau, qui marche ou qui ne marche pas, c'est encore un autre problème, pour rétablir les personnes handicapées à un niveau normal de fonctionnement, il conviendrait aussi de les utiliser pour améliorer les capacités des personnes défavorisées sur le plan socio-économique afin de réduire les inégalités. Cela compenserait l'éducation de qualité inférieure qu'elles ont pu recevoir. Alors, je ne vais pas commenter en long en large, mais l'idée est assez simple, c'est qu'il y a des gens qui sont naturellement défavorisés, qui ont une moins bonne mémoire, une moins bonne capacité d'attention que d'autres, sans que ce soit pathologique. Est-ce qu'on peut utiliser des moyens médicaux pour essayer de les améliorer? Pensez à la Ritaline, c'est un produit qui est utilisé par 4 millions d'enfants américains tous les matins pour soigner l'hyperactivité. Mais on a vu aussi, il y a peu de données, mais quelques données qui sembleraient montrer que les individus normaux en bénéficiaient aussi. Alors, où est-on exactement? Où est la limite? Et on le voit aussi, donc, d'une certaine manière, qu'il y a dans le fond 3 situations qu'on pourrait dire différentes. Et là, c'est un exemple tiré de la neurologie, dans un rapport américain. Une modification neurale, c'est-à-dire par exemple un dopage cognitif ou un médicament qu'on peut prendre, peut avoir 3 objectifs différents. Maintenir ou améliorer la santé neurale et les fonctions cognitives à l'intérieur des limites de la normalité statistique, ou traiter les maladies, les lésions, les handicaps d'origine neurologique afin d'atteindre ou de restaurer un fonctionnement statistiquement normal, c'est les 2 cas classiques, et puis étendre ou augmenter une fonction au-delà des limites statistiques normales. Voilà, et c'est le point 1, dans le fond, qui d'une certaine manière fait un peu craquer les limites. Et on se rend compte de manière plus générale que, dans le fond, par rapport au rôle de la médecine et à ce que l'on peut faire, on a différentes situations. La médecine, au sens strict, ça soigne des maladies. Mais les personnes âgées, on cherche à les maintenir. Il y a 2 jours, il est sorti une étude qui montrait qu'une stimulation électrique du cerveau par du courant alternatif et non pas continu comme c'est souvent le cas, permet à des personnes de 80 ans et plus de retrouver leur rapidité de souvenir qu'elles avaient à 40 ans. Alors c'est transitoire, hein, mais ça semblerait montrer qu'une des difficultés qu'ont les personnes âgées, et ça me concerne déjà moi-même, donc c'est bien avant 80 ans, parfois à retrouver un nom propre, viendrait du fait que les différents modules cérébraux sont mal synchronisés.
et qu'en modifiant l'activité électrique, on resynchronise le cerveau. Donc vous voyez, ceci, c'est d'une certaine manière, est-ce que c'est pas une pathologie, de temps en temps de plus se souvenir du nom propre, mais on a des moyens qui tombent sous la médecine qui pourraient permettre d'améliorer peut-être la chose. Bien, et donc cette différence entre réparation et amélioration touche aussi la génétique, puisque, excusez-moi, je n'ai pas terminé le... J'ai voulu synchroniser, mais c'était mal synchronisé. Donc, il y a encore un sujet qui est les travailleurs, l'adaptation des travailleurs à des conditions très difficiles de travail. Il y a énormément de travailleurs qui prennent des neurostimulants parce qu'ils pensent que par là, ils vont pouvoir être mieux à même de satisfaire les exigences de leurs employeurs. Et ce n'est pas toujours faux parce qu'il y a un effet placebo massif avec l'usage de ces substances-là. Et puis, l'amélioration, l'augmentation, c'est ce qu'en anglais on appelle le enhancement, le rehaussement ou le transhumanisme. Donc, vous voyez qu'il y a différents niveaux, et dans le fond, quand on parle du rôle ou de la vocation, comme disent certains de la médecine, il y a des cas clairs, et il y a des cas qui sont extrêmement moins clairs dans ce domaine-là. Et dans la génétique, ça va être la même chose, puisque... comme le note Pierre Joannet, qu'il existe des variants naturels de la structure des gènes qui peuvent jouer un rôle protecteur contre les maladies telles que le diabète, l'hypercholestérolémie ou certaines infections virales. L'élimination d'un variant de certains gènes pourrait diminuer le risque de développer une maladie d'Alzheimer. Donc, modifier de manière ciblée ces variants pourrait être bénéfique. Et on a parlé ce matin de CRISPR-Cas9, et voilà une application théoriquement possible. Et il est vrai que la médecine s'occupe en définitive depuis longtemps de choses qui vont bien au-delà de la restauration de la santé. L'exemple classique, c'est les vaccins. Les vaccins améliorent le système immunitaire. Ils ne soignent pas, de certaine manière, mais il y a effectivement un objectif de santé. Par contre, dans un autre cas de figure dont on a beaucoup parlé déjà aujourd'hui, la cryopréservation des ovocytes chez les femmes qui ne sont pas malades du tout, mais pour pouvoir différer les grossesses, c'est quelque chose qui ne traite pas de maladie et qui va même jusqu'à dépasser les limites naturelles. Alors, les limites naturelles qui pour certains sont normatifs et qui pour d'autres sont quelque chose qu'il faut justement tâcher de dépasser. Bien. Voilà pour ce petit point. Alors, l'être humain désire s'améliorer, désire faire mieux, etc. Et c'est ancien. 3 citations pour l'illustrer. Une de Voltaire d'abord. Malgré l'opiniâtreté des hommes à louer l'antique aux dépens du moderne, il faut avouer qu'en tout genre, les premiers essais sont toujours grossiers. Au XVIIIe siècle, c'est Condorcet aussi. Alphonse Allais, qui était pharmacien de formation, l'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant quand on pense à l'époque où il a été créé. Et enfin, plus récemment, William Safire, qui est un journaliste du New York Times, avec qui il est décédé depuis, c'est lui qui a plus ou moins inventé le terme neuroéthique en 2002. Supposer que nous puissions développer un médicament qui nous rende moins timides, plus honnêtes ou intellectuellement plus séduisants avec un bon sens de l'humour, qu'est-ce qui nous empêcherait d'utiliser un tel botox pour le cerveau? Et si vous avez des doutes quant à vous, demandez à votre conjoint s'il n'aimerait pas que vous l'utilisiez. Parce que, comme vous savez, on est très très mauvais juge de soi-même. Il faut toujours demander à quelqu'un d'extérieur pour pouvoir mieux se connaître. Bien, voilà, ça c'est 3 petites citations qui montrent que d'une certaine manière, si on fait des études plus récentes, en fond, ça va dans le même sens. Une étude qui avait été faite aux États-Unis et au Canada montrait que sur 1000 participants, 87% d'entre eux seraient désireux d'utiliser une stimulation cérébrale minimalement invasive, donc un courant qu'on fait passer dans le crâne, dans le but d'améliorer leur capacité ou leur performance intellectuelle au travail ou à l'école. Une étude encore plus récente a montré qu'en Chine, on est en Chine, vous me direz, mais là on est quand même dans un pays occidental. En Chine, le quart de la population recourrait volontiers au dopage génétique si ça lui permettait d'être plus performant. Donc l'idée d'être plus performant est une idée qui, d'une certaine manière, n'est pas véritablement quelque chose que nous rejetons a priori. Alors voilà, la médecine est là pour restaurer au départ, et puis maintenant on se rend compte que la médecine depuis longtemps, dans certains domaines, améliore, ou du moins améliore la nature, ou dépasse certaines limites. Cela pose un certain nombre de questions éthiques que je vais juste évoquer avec vous parce que le temps passe vite. Là, donc, quelques éléments éthiques. Premièrement, une observation que les médecins sont souvent à contre-courant. C'est une étude qui a été faite pour savoir comment le dopage cognitif, il s'agissait de médicaments
de neuromédicaments, comme la ritaline, comme le méthylphénidate. Enfin, il y a différentes substances. Je suis philosophe de formation, donc je dépends entièrement des médecins pour ces connaissances-là. Donc, comment c'était perçu dans les différentes revues et dans les différents journaux? Eh bien, dans les études en santé publique, donc les journaux médicaux, on parlait d'abus de prescription de médicaments, parce qu'effectivement, c'est des médicaments utilisés hors prescription. Mais dans les revues de bioéthique, où il y a quelques médecins, mais il y a aussi des juristes, des philosophes, etc., beaucoup d'universitaires essentiellement, on parle d'amélioration des capacités, ce qui est évidemment quelque chose de positif. On va vers une perfection. Et dans les médias, il est question de choix de style de vie. Et là, c'est aussi positif, mais c'est une autre valeur. On a beaucoup parlé de valeur aujourd'hui. Il resterait encore à savoir qu'est-ce qu'on met dessous, mais une autre valeur qui est soulignée, c'est la liberté. Donc, vous voyez, il n'y a que les médecins, d'une certaine manière, pour s'inquiéter. Enfin, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait que les médecins pour s'en inquiéter? Est-ce que c'est inquiétant? Enfin, mais en tout cas, voilà une étude menée donc, essentiellement au Canada. Un parallèle, un neurologue américain, John Chatterjee, a fait une étude aussi assez intéressante, a montré un parallèle assez étonnant entre l'attitude que l'on a maintenant face à ce qu'il appelle la neurologie cosmétique, c'est-à-dire le dopage cognitif, et la chirurgie esthétique il y a une quarantaine d'années. C'est exactement les mêmes objections. Hein. La source, c'est chaque fois un problème médical, et les soucis éthiques, ce sont les risques, c'est-à-dire ça peut être dangereux, tout simplement. Hein. La frivolité, alors il y a une petite différence, la frivolité pour la chirurgie esthétique et l'érosion du caractère pour la neurologie cosmétique, c'est l'idée que si vous prenez l'habitude de prendre un médicament chaque fois que ça ne va pas très bien, vous ne serez plus capable d'affronter la réalité avec vos capacités normales. De la même manière, la frivolité, c'est un peu, d'une certaine manière, se refuser tel qu'on est par rapport à la réalité qui nous entoure. La justice ou l'équité, est-ce que ça va profiter qu'aux riches des pays riches? Et enfin, la pression sociale, la chirurgie esthétique, de même que la neurologie cosmétique, répondent à des pressions du monde du travail ou de l'image de l'homme ou de la femme qui accourt dans la société. Donc, vous voyez, il y a énormément de parallèles entre un débat qui a eu lieu il y a une quarantaine d'années et un débat actuel sur une certaine forme d'amélioration, ce qui rend évidemment pas forcément optimiste pour ceux qui pensent que c'est moralement problématique. Et si on creuse un peu, on se rend compte encore une fois que, dans le fond, on ne réagit pas de la même manière à ces différentes améliorations. Je donne un exemple assez simple. On sait que Sartre a écrit ses œuvres philosophiques en prenant des amphétamines. Baudelaire, du hashish. Et il n'était pas le seul à l'époque. Hein. Le poète Michaud, du peyote. Là. Et ça ne choque personne. Hein. Si on apprenait qu'Einstein avait découvert la relativité grâce à une substance psychoactive, qui est-ce que ça gênerait? Personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des activités humaines pour lesquelles seul le résultat compte. Il y a d'autres activités humaines pour lesquelles le moyen d'obtenir le résultat compte. Un exemple typique, si vous vous vantez auprès de vos collègues de travail que vous avez gravi le Cervin cet été-là, et qu'on apprend que vous vous êtes fait déposer sur le Cervin par un hélicoptère, ça ne compte pas comme gravir le Cervin. Là, les moyens sont fondamentaux. Mais dans plein d'autres domaines, non, il n'y a que le résultat qui compte. Donc, vous voyez ? Deuxième différence, on parle souvent de tricherie. On sait que les étudiants, 10% des étudiants américains, 3 à 4% des étudiants européens se dopent. Bon, de mon temps, c'était ginseng, café, verre de schnapps et compagnie. Ça marchait plus ou moins bien, mais c'était un peu dans l'idée d'être mieux à même d'affronter l'examen. Bien, donc là aussi, c'est gênant s'il n'y a qu'un seul gagnant. Mais s'il suffit de passer une barre, une limite, ça fera juste une personne de plus qui a réussi. Et là aussi, la question de la tricherie ne se pose pas chaque fois dans les mêmes termes en ce qui concerne le dopage cognitif, pour lequel on recourt bien sûr à des substances qui souvent sont prescrites par des médecins. Restent quelques questions épineuses et je termine par là, auxquelles j'ai simplement posé des questions sans donner de réponse. Pour certaines, j'ai quelques idées, pour d'autres, pas du tout. Est-ce qu'il existe une différence moralement pertinente entre les améliorations symboliques comme l'éducation et les améliorations biotechnologiques? Les dispositifs externes comme un ordinateur et les dispositifs internes comme une puce incorporée. En Suède, vous pouvez avoir une puce sous la peau qui vous permet de payer votre billet de bus. Vous entrez dans les bus, vous passez devant la machine, on vous reconnaît. Voilà. Vous utilisez votre téléphone portable. Est-ce qu'il y a une différence morale entre les deux?
Une amélioration obtenue par une substance psychoactive ou par un effort personnel? Une amélioration obtenue par un moyen naturel ou par un moyen artificiel? Bon, est-ce que le café, c'est mieux que le méthylphénidate? Un fonctionnement humain optimal et un fonctionnement humain amélioré. C'est ce qu'on avait déjà vu auparavant. Ou, en définitive, la grande question, est-ce que la nature humaine doit être conservée ou peut-on la dépasser? Est-ce qu'il y a quelque chose de sacro-saint dans la nature humaine? Alors là, il n'y a que les transhumanistes qui pensent que non, mais c'est une question qu'on peut poser. Qu'est-ce qu'il y a de si précieux à conserver dans la nature humaine? Une question qui est, à mon avis, bonne à poser. Et je terminerai par cette vaste question métaphysique, mais je vous rappelle que j'étais philosophe. Et je vous remercie. Non, je vous en prie. Merci.